Bonjour, la présentation d'aujourd'hui, en fait, elle a pour but de montrer comment, chez Ingefox, on est en train de basculer vers l'éco-conception. C'est-à-dire que quand on a commencé Ingefox il y a 7 ans maintenant, on n'était pas du tout dedans, on ne connaissait pas. Et il y a 2 ans à peu près, on a commencé à prendre conscience de tout ça. Et donc ce qu'on va présenter aujourd'hui, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la façon dont on a basculé. Alors l'idée, c'est de vous montrer des cas vraiment pratiques et comment les mécanismes qu'on a mis en place et qui se sont mis en place d'eux-mêmes en fait pour faire de l'éco-conception dans l'entreprise. Alors la présentation va se dérouler comme ça en fait. Je vais vous faire une présentation d'Ingefox pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on fait quand même. C'est la moindre des choses. Ensuite, on est ici pour faire... ce qui nous rassemble aujourd'hui, en fait, c'est l'open source. C'est pourquoi nous, on a choisi de faire de l'open source. Je vais vous parler, après on va descendre un petit peu au niveau technique, le framework qu'on a mis en place, qu'on utilise nous au quotidien, et par quoi il est entouré. Et ensuite, on va pouvoir basculer sur l'éco-conception, et cette notion-là, comment on l'a mis en place. D'abord une ou deux définitions, et puis après comment on l'a mis en place, et comment on l'a mis en place vraiment dans l'entreprise à différents niveaux, au niveau des techniciens, c'est-à-dire des développeurs, et au niveau commercial et des clients. Puis après le dernier point, ce sera entre guillemets un bonus, c'est sur la notion de facteur 4, qui dans mon cas, je vous expliquerai à ce moment-là. Donc en fait, j'ai créé Ingefox en 2015. J'ai créé la société en 2015 et le but en fait c'est de réaliser et de créer des applications sur mesure pour les entreprises. Donc j'aime bien l'idée de dire que quand une entreprise vient nous voir et qu'on lui fait un logiciel, après elle rentre comme dans un chausson dedans, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit confortable, il faut qu'elle l'utilise facilement, il faut que ce soit instinctif, et donc on construit le logiciel avec elle. Depuis 2 ans là, on a pas mal évolué. Du coup, aujourd'hui, on est 5 personnes et on est situé à Bordeaux. Alors, nos clients, le but, on travaille avec plusieurs types de clients. Vinci Énergie, avec qui on travaille très régulièrement. Eiffage, on a travaillé avec eux. Et on travaille aussi avec des TPE-PME, comme, alors, je pense que vous ne les connaissez pas, mais Les Ruchers de Sarah, qui est un apiculteur. Profil Santé, qui est une boîte qui fait de l'intérim dans le monde de la santé. Et alors, pourquoi c'est important c'est de savoir ça, parce que nos clients vont influencer nos façons de réagir. En fait, on n'est pas Microsoft, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire tiens, c'est comme ça et puis tu t'adaptes. Non, on est obligé de s'adapter à nos clients. Donc, le monde dans lequel on évolue, nous, depuis le début, c'est l'open source, c'est-à-dire qu'on a choisi de faire des applications, sur mesure, sous le format web, sur le format de SaaS. C'est-à-dire que d'un côté, on a les clients qui utilisent un navigateur, et puis du côté du serveur, on développe les applications. Et pour développer tout ça, en fait, on utilise de l'open source à l'origine. Donc, Apache, Debian, on utilise Bootstrap, Codeigniter, et on fait tout en PHP. Voilà, donc on a un environnement open source. Et au moment où il a fallu voir nos clients et leur dire, et trouver une solution commerciale, en fait, quand vous allez les voir et que vous leur dites « Ah oui, mais en fait, on va faire une licence et puis vous allez payer tous les ans. Parce que on va faire une solution propriétaire. On a une solution propriétaire et du coup, payez, on vous fait la mise à jour, etc. » Mais autant les grandes entreprises, les Vinci, ils comprennent. L'apiculteur, lui, il comprend pas. Lui, il a son ordinateur, il va sur Internet et c'est gratuit en fait. Il paye que l'abonnement et puis voilà. Donc, en fait, on est rentré dans cette logique de se dire, ok, comment faire accepter aux clients que le travail, ça se rémunère. Et il faut bien qu'on soit payé quand même, parce qu'il faut qu'on vive. Mais d'un autre côté, on ne peut pas leur demander enfin, non pas n'importe quoi, mais on ne peut pas leur demander tous les ans de mettre de l'argent sur la table. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on est parti du côté de l'open source, parce que en faisant ça,
on leur a dit, écoutez, on fait de l'open source, on va développer des logiciels pour vous. Quand on fait quelque chose de générique, vous allez contribuer à l'amélioration du système qui va profiter aux autres clients. Mais vous profitez déjà de quelque chose qui a été fait par d'autres clients. Et mais derrière, nous, on va vous faire du support et de la maintenance. Et ça c'est une bonne justification. Du coup, pour les clients, ça devient beaucoup plus compréhensible. Et comme on utilise des choses open source, notamment du PHP, qui est quelque chose d'assez commun, ça rassure les clients parce que comme on n'est pas, comme je disais, on n'est pas Microsoft, on n'est pas une grosse entreprise, ben, du coup, si jamais à un moment on se fâche, il faut qu'ils puissent reprendre le projet. Et le fait d'utiliser de l'open source et des technos qui sont très utilisés, ben, ça les rassure parce qu'ils se disent, ok, j'ai ma clé USB avec toutes mes sources sur mon serveur, et puis je vais voir une autre boîte, et puis ils peuvent continuer. Voilà, donc c'est ça qui rassure les clients. Donc c'est pour ça qu'on a choisi l'open source, parce que en fait, à partir du moment où on a décidé de le faire et de le vendre comme ça, tout notre discours s'est fluidifié et les clients l'ont accepté. Donc ça veut dire que c'est ce qui nous correspondait. Voilà. Alors là, je vais passer un petit peu sur un côté un petit peu plus technique. Je vais vous expliquer comment marche notre framework. Donc grosso modo, quand vous avez une requête HTTP, c'est-à-dire que quand l'utilisateur du système est sur son navigateur, il va cliquer et il va envoyer une requête HTTP. Cette requête, elle va arriver du côté du serveur, elle va être récupérée sur le serveur HTTP qui va l'analyser, elle va le passer sur l'interpréteur PHP, et au-dessus de cet interpréteur PHP, on a un framework qui s'appelle CodeIgniter, sur lequel on a rajouté notre framework qui s'appelle RedFox. Et avec tout ça, on arrive à faire des applications métiers pour le client. Alors RedFox, en fait, ce qu'on en a fait, on a un module qu'on appelle RFCore qui nous permet en fait de contrôler les autres. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a différents modules. Par exemple, on a PayFox qui nous permet de faire du Stripe. Pour les clients qui ont besoin de faire du paiement en ligne, ben, voilà, nous on a le module qui est là et puis on va l'adapter à leur solution. On a Firefox où on a une jet dedans qui nous permet de nous connecter à un autre projet open source qui s'appelle CDMS et qui nous permet d'utiliser une jet en parallèle de notre projet et de faire toute la gestion de fichiers comme ça. On a Mailfox par exemple où on a développé l'API qui permet de contacter Chronopost pour envoyer des plis. Voilà. Donc à partir du moment où on a tout ça, on arrive avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont déjà prêtes. Et du coup, ben, le client leur dit, mais voilà, ça c'est prêt, ça c'est prêt, ça c'est prêt. Et ben, on va vous faire votre application sur mesure à partir de là. On a déjà tout construit et vous pouvez en profiter. Alors maintenant, l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on a basculé dans l'éco-conception. Et bien en fait, ça a démarré par une histoire de lessive. C'est-à-dire que ma femme est pharmacienne et un jour elle s'est dit tiens, je veux faire la lessive. Je veux faire la lessive moi-même. Ok, donc je me suis retrouvé un samedi après-midi avec du savon à gratter au-dessus d'un faitout pour le faire chauffer pour fabriquer de la lessive. Pendant que je grattais mon savon, je faisais la réflexion suivante, c'est qu'un foyer en fait c'est comme une entreprise. C'est-à-dire que vous avez de l'argent qui rentre pendant le mois et le but c'est qu'il y ait plus d'argent qui rentre que celui qui sort. Pour vivre dans des conditions assez confortables. Et je me suis dit, donc, là, quand je suis en train de faire ma lessive, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de limiter mon impact sur l'environnement, tout simplement. Ok, donc, j'ai un foyer qui est comme une entreprise, et moi, je me suis dit, mais, ok, ça fait 20 ans que je fais de l'informatique, mais je me suis jamais posé la question de, ok, c'est quoi l'impact écologique de l'informatique, de mon métier, dans la vie de tous les jours, au niveau écologique. Et du coup, une fois que j'ai fini ma lessive, je suis allé sur Internet et j'ai commencé à faire des recherches. J'ai tapé écologie numérique et là, je suis tombé sur tout un tas de choses. Il y en avait plein, il y en avait partout. Et il y a un livre qui est ressorti, c'est la sobriété numérique de Green IT. Alors j'ai beaucoup parlé de Green IT. Ils me payent pas, hein, mais c'est juste que c'est ma référence en termes techniques. C'est juste que c'est ma référence, donc ils ont fait notamment deux livres dont je vais vous parler, dont celui-là, et du coup je le vois et puis je l'achète. 3 jours plus tard il est à la maison
Et là, je commence à le bouquiner. Et les 20 premières pages, en fait, ils expliquent que tout le bouquin, c'est des définitions. Et là, je me dis, ça va être compliqué, ça va être embêtant. Et en fait, j'ai lu en 3 jours. C'est-à-dire que les définitions sont très orientées sur le côté écologique. Vous regardez par exemple à la partie web, il va vous expliquer les consommations. Si Internet par exemple était un pays, ce serait le 3e plus gros producteur, le plus gros consommateur d'énergie au monde. Donc il vous donne des exemples concrets et c'est pratico-pratique, donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, et donc je lis tout ce bouquin. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a basculé, que je me suis dit, bon, maintenant je le sais, c'est dommage, mais je peux plus faire comme si je ne le savais pas. Donc on va appliquer ça dans l'entreprise. Et comment est-ce qu'on va faire? Alors je vais vous donner, ça commence par la mise en place de 2 notions qui sont qu'est-ce que la sobriété numérique et qu'est-ce que l'éco-conception. En fait, c'est les 2 points de vue d'un même sujet. La sobriété numérique, c'est grosso modo comment... c'est une démarche qui vise à réduire l'impact environnemental du numérique en limitant ses usages. C'est grosso modo, on va commencer à réduire nos usages numériques pour essayer de moins consommer. Et si on ne consomme pas, du coup, ça fait toujours ça de prix. Et l'éco-conception, c'est l'opposé, c'est de dire je vais créer des logiciels qui consomment moins, et comme je vais moins consommer, du coup, je vais pouvoir continuer à faire une utilisation normale. Enfin, normale, ou au moins, je vais avoir un impact significatif sur ma consommation numérique. Donc, très bien. Donc, c'est parti. J'arrive dans l'entreprise. L'objectif, éco-conception. Avant de me lancer là-dedans, il fallait connaître les tenants et les aboutissants sur les impacts de l'environnement au niveau du numérique. Donc ça, commencez à regarder. Vous allez voir un petit peu sur l'ADEME et vous tombez sur ce genre d'informations. C'est-à-dire que quand vous avez acheté un ordinateur, 80% de l'énergie que va consommer l'ordinateur, enfin non pas consommer, mais que va coûter l'ordinateur entre le moment où on commence à le fabriquer et le moment où on va ne plus l'utiliser et le jeter, il y en a 80% qui est fait au moment de la fabrication. Moi, ça me pose un problème parce que je suis éditeur de logiciels. Moi, j'interviens sur les 20 derniers pourcents. Est-ce que c'est pas une goutte d'eau dans l'océan? Bon, c'est pas grave. On continue, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. L'autre information, c'est dans une utilisation nominale, en fait, quand on est en termes d'utilisation client-serveur par l'intermédiaire d'un réseau, on peut considérer qu'on a une consommation qui fait un tiers. C'est-à-dire qu'il y a un tiers de l'énergie qui est consommée par le serveur, un tiers par le réseau et un tiers par le client. Ça commence à être intéressant parce que ça veut dire que là, c'est mon métier, quoi. L'édition de logiciels, c'est la façon dont on va construire nos logiciels qui vont permettre de jouer sur un côté ou sur l'autre. Voilà. Et puis une autre notion un peu plus technologique, on va dire, c'est quoi l'équivalent? Je ne sais pas si vous savez, mais si on avait tous le même téléphone, l'équivalent en termes énergétiques entre la 4G et le Wi-Fi. Est-ce que ça vous parle? Okay. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous mettez votre téléphone en 4G, en face, en termes de consommation pour l'accès au réseau, vous pouvez mettre pas 3, pas 4, pas 5, pas 10, pas 15 et 20. En fait, quand vous utilisez la 4G, c'est comme si vous utilisiez en termes de consommation 20 connexions Wi-Fi plus la box ADSL. Donc, quand on allume la 4G, il faut savoir ce qu'on fait. Et le fait d'avoir ces notions-là, ça permet, quand on conçoit un logiciel, de se dire, ok, est-ce que si je fais une application web, est-ce que ça va, quel impact ça va faire? Est-ce que peut-être qu'il faut mieux que je fasse de la synchronisation une fois de temps en temps et que je stocke sur le portable, ou est-ce que je dois avoir une connexion permanente? Alors ça dépend des projets, ça dépend de ce que le client peut entendre, mais il faut l'avoir en tête. Donc ça y est, je connais à peu près les tenants, les aboutissants au niveau de l'éco-conception.
et de ce qui rentre en jeu. Donc maintenant, j'ai plus qu'à regarder ce que j'ai chez moi, j'évalue les différentes méthodes que j'utilise, les librairies, et puis après... il veut pas. Et puis après, je vais pouvoir modifier les méthodes de travail et les librairies qu'on utilise. Ah, super. Allez, hop, dans un mois, c'est fait. Eh ben non, parce que ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Nous, dans notre entreprise, on est 5. Si on part du fait que tout changement a un coût et qu'il prend du temps, on ne peut pas tout appliquer de suite. Donc on sait que le changement va être long. On se donne des objectifs qui permettent en fait de mettre en place ce changement et qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs. Alors, j'aime bien ce graphique parce qu'en fait, quand on veut faire un changement dans une entreprise, ce qu'on peut se dire, c'est que le coût instantané, en fait, si vous voulez le faire très rapidement, et ça prend beaucoup d'argent, en fait, et plus vous le diluez dans le temps, et moins ça va coûter. Moins le coût instantané, si vous splittez en plusieurs phases, moins le coût instantané sera important. Donc, voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à organiser en fait ce passage vers l'éco-conception. Donc, première chose, le plan, c'est identifier les acteurs, qui c'est qui fait quoi dans la boîte, sur quel rôle ils ont, et quels sont les axes des changements qu'on va pouvoir mettre en place. Ensuite, il va falloir les motiver. Il va falloir leur donner les axes de modification, leur dire tu ne travailles plus comme ça, tu travailles comme ça. Et il va falloir l'accompagner, parce que si vous dites tu fais comme ça et puis que vous ne contrôlez pas, derrière, en général, c'est pas forcément fait. Et puis, s'ils ne sont pas motivés, ça va être compliqué. Donc, nous, chez Ingefox, voilà les rôles qu'on a identifiés. Les techniciens, qui sont les développeurs, les commerciaux, le commercial, pardon, et les clients. Parce que les clients, en fait, ils font quand même partie du process, c'est pour eux qu'on travaille, mine de rien, à la fin. Et les axes sur lesquels on devait travailler, c'était le côté technique, et le côté marketing commercial. Donc, quand on a décidé ça, ce qu'il faut pour appliquer ce changement, en fait, il faut que l'énergie vienne de la direction. En fait, c'est mon associé et moi qui avons impulsé ça. Et s'il n'y a pas l'objectif de le faire qui est impulsé par la direction, en fait, derrière, ça marche pas. Donc nous, on était convaincus et on est parti. Donc, on a commencé par la technique et les techniciens. La technique, grosso modo, c'était pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment faire pour faire les modifications, qu'est-ce qu'on va changer dans notre process. Et deux, c'est avec les techniciens leur dire voilà, maintenant il faut que tu réfléchisses plus comme ça, mais comme ça, et que tu fasses telles applications. Et on va te suivre. Une fois que ça c'est fait, on peut passer à la partie marketing et commercial. C'est-à-dire que pendant que les techniciens avancent, on peut réfléchir à comment est-ce qu'on va communiquer auprès du client, auprès des clients, pour leur dire voilà, on est passé à ça. C'est pareil au niveau commercial, il faut commencer à préparer les discours, il faut faire un petit peu tout ça. Et tout ça, en fait, à la fin, c'est pour servir le client. Donc là, on va passer du côté des techniciens. Donc les techniciens, en fait, notre objectif des techniques et des techniciens, pardon, de la technique et des techniciens. Au niveau de la technique, nous, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est que Red Fox devienne green. Et notre objectif, c'est de le faire certifier. À l'heure actuelle, il n'est pas encore certifié. On est dedans, on est au milieu du gué, mais on va y arriver parce qu'on en a envie. Et au niveau de nos techniciens, en fait, il faut qu'on change leurs habitudes de travail pour que de développeurs, ils deviennent techniciens, mais développeurs avec cette notion d'éco-conception. Comment ça marche, en fait? Nos techniciens, dès qu'ils arrivent dans l'entreprise, en fait, moi je leur donne ce schéma et ils doivent l'apprendre par cœur. Ils doivent pouvoir me le restituer n'importe quand. Pourquoi? Parce que ça permet, en fait, quand ils ont ça en tête, quand ils développent, quand ils débuguent, quand ils font quelque chose, ils savent toujours de quel côté ils sont. Alors c'est un schéma bateau, basique, mais en fait ça permet de savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et où est-ce qu'elles ont un impact.
ce qui va leur permettre après, eux, de savoir, ben, si je fais 15 connexions réseau pour afficher une seule page, je dois me poser une question. Peut-être que si j'en fais qu'une, on peut s'arranger à en faire qu'une. Et en fait, ça y est, eux, ils ont passé le cap. Ils ont passé ce cap-là. C'est-à-dire que maintenant, une des justifications qu'ils me donnent, c'est qu'ils ont une approche éco-conçue. Quand ils ont développé quelque chose, ils l'ont fait de façon éco-conçue. Et pour arriver à leur faire ça, j'ai eu une bonne idée. J'en ai pas souvent, mais celle-là, je l'ai eue. J'ai pris les règles de codage. Nos règles de codage, elles sont assez simples. Enfin, elles sont assez simples. Il y avait 2 règles globales qui consistaient à dire un code doit toujours être commenté. Un code bien écrit est un code qui ne laisse pas de place au doute lors de son interprétation. Donc ça, c'est les notions générales. Et après, on avait les règles spécifiques sur le camel code, les constantes qui sont all caps. Et ce que j'ai mis en place, c'est la règle 0. La règle 0 qui consiste à dire que l'éco-conception prime sur toutes les autres règles. Ça m'a permis en fait au début d'arriver, je leur ai imposé cette règle, et ensuite quand ils ont commencé à développer les choses, ils m'ont montré comment ils faisaient, et je pouvais leur dire, mais ok, t'as fait ça de cette façon-là, donc tu fais du pooling régulièrement, tu vas demander au serveur l'information, mais est-ce que c'est justifié ? Pourquoi tu peux pas mettre est-ce que tu peux pas mettre quelque chose d'autre en place qui va moins solliciter le réseau ? Et comme je m'appuyais sur cette règle-là, en fait, ils recommençaient pour trouver une solution qui était éco-conçue, ou au moins ils avaient cette réflexion de se dire, ok, comment je fais pour diminuer mon impact, diminuer les calculs et l'utilisation des ressources pour faire ce que j'ai à faire. Alors, pour faire ça, en fait, on a un guide, alors là c'est encore Green IT qui nous le propose. En fait, c'est l'éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. Donc, grosso modo, c'est une liste de bonnes pratiques, il y en a 115, hein, et qui vont de la conception, ils passent par la conception, le développement côté serveur, l'utilisation du réseau et le développement côté client. Et en appliquant ces bonnes pratiques, en fait, ça nous permet d'évaluer notre niveau d'éco-conception dans notre framework. C'est-à-dire que on n'est pas à l'aveuglette en se disant bon, ben, à quel niveau on en est. On sait qu'il va falloir qu'on les applique, peut-être pas toutes, mais une bonne partie de façon naturelle, et qu'on l'applique sur une majorité de projets. Et derrière, après, on a la possibilité de s'évaluer, puisqu'ils fournissent aussi une checklist qui va avec et qui nous permet de dire ok, celle-là je l'ai évaluée, celle-là je l'ai faite, ah non, celle-là je l'ai pas faite, et à la fin vous avez un score tout simplement qui vous dit en pourcentage, voilà, par rapport aux 115 règles, t'en as appliqué 30%, 50%, 60% ou 80%. Alors je vais revenir sur le bouquin juste pour donner un exemple concret. C'est la première règle sur laquelle je suis tombé. J'ai acheté le bouquin, j'ai ouvert la première règle et je suis tombé sur celle-là. Utiliser la simple cote au lieu de la double cote. Et là, je ne comprends pas. Et bien en fait, ça devient assez clair quand on sait pourquoi on la met en place. Alors, on a la mise en œuvre, il nous explique qu'elle n'est pas très prioritaire, que sa mise en œuvre c'est facile. Si on utilise les simples cotes au lieu des guillemets, c'est assez facile à mettre en place, et l'impact écologique est moyen. C'est-à-dire que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus prioritaire à faire, mais ça a un certain impact. Et les ressources qu'on économise, c'est les ressources CPU, tout simplement. Alors pourquoi la simple cote au lieu de la double ? En fait, tout simplement parce que quand vous mettez une double cote en PHP, il va regarder dedans pour savoir s'il y a une variable, et il va remplacer la variable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous affichez, vous retournez quelque chose du serveur vers le client, avant de l'envoyer, il va analyser toute la chaîne de caractères, il va chercher une variable, qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas. Et donc ça prend du temps processeur. Si vous avez une simple cote, il ne le fait pas. Donc en fait, en changeant une simple habitude de j'utilise des doubles cotes par j'utilise des simples cotes, on a déjà une amélioration. Alors ça ne va pas révolutionner le monde, hein, mais voilà, c'est ce genre de petites choses qui fait que à la fin, vous allez réduire les ressources nécessaires à faire tourner votre système. Et à la fin, il donne un exemple. Le fait de faire ça, en fait,
ça permet, quand on, enfin, de se donner des contraintes et des objectifs quand vous développez. C'est assez intéressant parce que ça, on apprend des mécanismes au fur et à mesure où on travaille dans l'informatique, on les apprend, on les comprend, on les intègre. Avec l'éco-conception, on va un tout petit peu plus loin, on se demande, tiens, quand je fais ça, c'est quoi l'impact qu'il y a derrière? Parce que moi, je ne m'étais jamais posé la question de, ok, qu'est-ce qui se passe quand je mets des guillemets au lieu des simples cotes? Et en fait, le fait juste de le dire, ça fait, ah mais oui, elle est analysée, donc si elle est analysée, ça prend du temps CPU, si ça prend du temps CPU, et qui n'est pas utile, pourquoi la mettre? Ensuite, un autre cas beaucoup plus concret sur lequel on est tombé, c'est... on avait un formulaire à faire pour un client et il y avait à peu près 64 vrais-faux à faire. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé le formulaire et là le développeur il a commencé à faire sa méthode pour envoyer les données du côté serveur. Et donc au moment où il a envoyé le formulaire, il a envoyé mon champ 1 égale vrai. Alors c'est pas égal vrai mais c'est égal 1, mon champ 2 égale 0, etc. etc. Et il en avait plus de 70. J'ai mis 64 parce que c'est plus facile. Et si on regarde cette chaîne de caractères, c'est celle qui passe sur le réseau. Hein. C'est quasiment comme ça. Et si on regarde, ça fait à peu près, pour chaque variable, il va envoyer 14 caractères. Si on en a 64, ça fait à peu près 900 octets. Tout ça pour envoyer des 1 et des 0 derrière. Donc c'est dommage parce que si on se dit qu'en fait l'ordinateur de toute façon il pense déjà en 1 et en 0, en fait pourquoi on ne pourrait pas s'arranger pour envoyer juste l'information elle-même et non pas toute l'information du nom de la variable plus sa valeur. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait on va appliquer ce qu'on appelle des masques binaires qui sont quand même utilisés et qui sont pas mal utilisés. Donc on va appliquer des masques binaires et grosso modo l'idée c'est de dire bon, quand on a un nombre on peut le représenter en binaire et le binaire c'est des 1 et des 0, ça l'ordinateur il sait faire. 12 il comprend pas, par contre si vous lui dites 1, 1, 0, 0, ça il va comprendre. Et on va dire que chaque 1 et chaque 0, en fait on va leur donner la valeur du champ. Ce qui fait que derrière, au lieu d'envoyer 64 champs, on va transformer le nombre binaire qui est sur 30 bits en l'envoi de 2 variables. Et là, du coup, on n'a plus 900 octets à envoyer, mais 45. Donc, quand on va se mettre à l'appliquer au niveau du cas concret, quand on va avoir le formulaire du côté client, on a la méthode 1 qui envoie 900 octets, la méthode 2, elle n'envoie que 45. On a un facteur 20. Donc, rien qu'en appliquant cette chose qui est quand même assez simple, en prenant conscience que quand on envoie un formulaire, les données d'un formulaire, ça prend de la place sur le réseau. Si on le réfléchit un petit peu autrement, on va pouvoir limiter l'utilisation du réseau. Donc voilà pour toute la partie technique. Maintenant j'ai mon associé qui est arrivé, qui lui est le côté marketing et commercial, et il m'a dit bon Frédéric, je veux des chiffres, moi il faut que j'arrive devant chez le client et que je puisse lui dire des choses. Ok, bon j'arrive devant lui, mais on peut diviser par 20 l'utilisation du réseau. L'autre jour je suis allé à une conférence sur les jeux, l'éco-conception dans les jeux. Ils ont dit qu'ils pouvaient réduire de 25% l'utilisation de la batterie. Donc du coup, au lieu de jouer 1 heure avec la même quantité de batterie, on va pouvoir jouer 1 heure et quart. Alors les commerciaux, ils me disent non, mais c'est pas ça que je veux comme chiffre. Moi, je veux du financier, je veux pouvoir motiver un client, parce qu'en général, on a affaire au chef d'entreprise, par des histoires de coûts. Et pour ma part, je parle bien pour moi, en France, on a là où on peut intervenir au niveau de l'éco-conception, c'est par rapport au réseau. On va faire diminuer le coût l'utilisation du réseau. Tout le monde a des abonnements, on est au forfait, pas d'impact sur l'abonnement réseau. Au niveau de l'électricité, l'électricité de l'ordinateur par rapport à l'énergie dépensée dans une entreprise, en fait, j'ai limité de 25% l'utilisation sur mon smartphone ou sur mon portable. Ça n'a pas un réel impact, c'est pas une vraie motivation. Donc en fait, je n'ai trouvé aucun avantage financier direct à l'éco-conception. Je n'ai pas trouvé. Par contre,
Par contre, en fait, ce qu'on peut se dire avec l'éco-conception, c'est que de la même façon qu'on a fait avancer les droits sociaux, enfin, que les droits sociaux ont avancé, en fait, on peut faire avancer la maîtrise de notre impact écologique. Parce que la baffe, on va se la prendre, quand je ne sais pas, mais on va se la prendre. Donc si on commence à maîtriser, à se poser les questions vraiment de savoir quel est notre impact écologique avec le numérique, on va pouvoir travailler dessus. Donc c'est l'histoire du colibri, même si qui veut éteindre un incendie. Enfin, j'imagine que vous la connaissez, et l'hippopotame me demande ce qu'il fait, et il fait je fais ma part du travail. Voilà. Donc voilà, donc au niveau commercial, c'est la seule réponse que j'ai pu lui trouver. Ensuite, du coup, il nous reste les clients. Au niveau des clients, quand on communique dessus, on a un accueil plutôt bienveillant, au pire indifférent. Par contre, on a eu deux choses qui nous ont, qui donnent un peu d'espoir quelque part. C'est on a un client qui, dans son logiciel, devait faire de la signature de documents. Très bien, signature électronique de documents, donc on envoie. L'idée, c'est qu'un PDF ne puisse pas être modifié, qu'il soit signé, et qu'on soit sûr des personnes qui l'ont signé et qui l'ont validé. Et là, il me dit, ouais, ce qui serait bien, c'est de le faire. Je connais une entreprise qui fait ça avec la blockchain. Oups. Moi, la blockchain, j'ai un peu de mal. Je la comprends, hein, mais j'ai un peu de mal avec. Je dis, mais allons-y, on va les appeler, on va voir ce qu'ils proposent. Et là, donc on les appelle, et l'entretien a duré une bonne heure, 1h30, et puis forcément à la fin, je pose la question, mais en termes de consommation énergétique et d'éco-conception, vous êtes comment ? La réponse du commercial a été de me dire, ouais, mais alors, en fait, oui, on dit que ça consomme beaucoup, mais on peut considérer que l'utilisation de la blockchain, c'est l'équivalent du surplus énergétique réalisé par les énergies renouvelables. Ok, donc on a terminé l'entretien là-dessus, et on est parti sur une méthode classique. C'est-à-dire on envoie le document dans une entreprise, qui le signe et qui le renvoie, par email. Et donc tout ça, en fait, c'est que comme on a introduit cette notion d'éco-conception auprès de notre client, il a été réceptif au fait que son application avait des impacts environnementaux, et ça lui a permis ça lui a permis de prendre une décision en termes de stratégie d'utilisation. Ensuite, il s'avère que comme on fait, sur un autre exemple, on vend du matériel pour nos clients quand ils en ont besoin, quand on fait des choses un peu spécifiques, et on a un client qui nous en demande régulièrement. Et quand on a commencé à réfléchir à l'éco-conception par rapport au schéma de tout à l'heure, les 80-20%, du coup on s'est mis à lui dire, on peut te vendre du neuf, mais on peut aussi te vendre du reconditionné. Et donc on a commencé il y a 2 ans. Non, c'est pas la peine. Et il y a 6 mois, il nous a dit, alors encore une petite victoire, hein, mais il nous a dit, allez, vas-y, fais-nous une proposition aussi pour du reconditionné. Il s'avère que derrière, son client à lui n'a pas pris le reconditionné. Mais tout ça pour dire que en fait, les conditions, les mentalités sont en train de changer, en fait. Et c'est avec les discours, les propositions, les petites choses de tous les jours, les petites propositions, que les personnes petit à petit changent, évoluent et prennent conscience qu'on a de l'impact en termes de matériel. Donc voilà, au niveau de notre relation avec les clients, petit à petit évolue. Alors maintenant, je vais vous parler le bonus, le facteur 4. Alors ça, c'est mon prochain objectif. Alors le facteur 4, c'est quoi ? Le facteur 4, c'est l'expression facteur 4, ça désigne un objectif ou un engagement écologiste qui consiste à diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre d'un pays ou d'un continent donné à l'échelle d'un temps de 40 ans. Grosso modo, en 2050, on devrait avoir divisé par 4 nos émissions de CO2. Vraisemblablement, ça va être très, très, très compliqué à y arriver. Et l'idée du facteur 4, c'est que derrière, ce qu'il faut se dire, c'est que on a alors moi j'ai marqué nécessité, mais c'est plutôt une obligation de performance. Donc pour avoir une obligation de performance, on est obligé de faire des ruptures des méthodes conventionnelles.
vais vous donner quelques exemples. Est-ce qu'on a toujours besoin de la 4G? Pas sûr. Un exemple très concret qui est décrit dans le livre de Green IT, c'est en Afrique, ils ont un problème avec les médicaments. Les médicaments, en fait, ils ont pas mal de ventes de médicaments frelatés. Et il fallait qu'ils mettent en place un système qui permettait aux gens de savoir facilement si leurs médicaments étaient bons à consommer ou pas. Donc, si on l'avait fait en France, on aurait dit, bon, on a un smartphone, on prend la photo du code barre, tout passe par le code barre, on prend la photo du code barre, on lit le code barre, on l'envoie du côté serveur, on va le renvoyer, on aura non seulement la photo de la boîte, le descriptif du contenu, et le fait de savoir si c'est le bon médicament ou pas. Donc, en Afrique, par contre, tout le monde n'a pas de smartphone, par contre, tout le monde a un téléphone portable. La solution qui a été retenue, c'est que les gens envoient un SMS avec le numéro qu'il y a sur le code barre. Ils envoient un numéro donné et ils ont un retour par ce numéro qui lui dit oui ou non. Donc, d'une chose qu'on aurait fait de façon hyper compliquée, très consommatrice en Europe, ou avec un smartphone ou dans les pays où tout le monde a un smartphone, ben là on s'est retrouvé avec un résultat qui est exactement le même, parce que le but, la finalité, c'est juste que la personne elle a juste besoin de savoir si elle doit ou si elle peut ou ne peut pas consommer le médicament. L'application qu'il y a autour, c'est annexe. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où nous on pourrait aussi on pourrait changer les choses pour éviter d'utiliser des ressources qui ne sont pas nécessaires? Pareil, est-ce qu'on a besoin des résultats instantanés? Quand on clique, quand on veut un tableau de bord, le tableau de bord entre la veille et le lendemain, est-ce qu'il va changer tant que ça? Est-ce qu'on ne peut pas proposer de dire, bon ben voilà, le tableau de bord, on va le générer juste une fois par jour? Ou alors à la demande, c'est-à-dire qu'on clique sur un bouton, on va faire passer les batchs, parce qu'il y a 10 000 personnes qui ont besoin de l'information, on va faire passer les batchs la nuit où il y a moins de monde qui a besoin des ressources, et les gens auront le lendemain matin leur petit déjeuner. Potentiellement. Pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'application, est-ce qu'on est obligé d'utiliser la 4G au niveau du portable? Est-ce que ça vaut pas le coup parfois de synchroniser, d'avoir toutes les données dans son smartphone, et puis de temps en temps on va faire une synchro, et si possible quand on est en Wi-Fi. Voilà. Donc ça c'est mon prochain défi, parce que je suis pas arrivé encore à ce qu'un client accepte cette rupture. Alors, en même temps, c'est compliqué. Il faut arriver à le proposer de la bonne façon. Il faut que ce soit justifié. Il faut quand même arriver à que ce soit fluide dans l'utilisation des logiciels dans lesquels ils doivent rentrer comme dans des chaussons. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon prochain défi. Donc, est-ce que vous avez des questions? Donc à Machina Corpus, on a été accompagné par Frédéric Bordage sur un premier pas en éco-conception. Donc c'est pour ça que j'étais très intéressée par cet atelier. Voilà, c'était très bien expliqué. Vous êtes une entreprise de 5, nous on est 52. Et la question c'était comment vous avez formé vous avez dit que vous aviez lu ces deux livres. Est-ce que vous avez donné des formations aux développeurs ou c'est juste simplement de la recherche personnelle qui a fait? Alors, en fait, moi je me suis fait former justement par Frédéric Bordage. Je suis allé faire la formation sur l'éco-conception. Donc j'ai fait ma semaine, et quand je suis rentré, j'ai pu divulguer cette bonne parole entre guillemets, et en donnant des cas concrets, du coup je peux m'appuyer sur un bouquin, voilà, donc ça n'a pas été que de l'auto-formation. Voilà. Merci. J'en prie. Une autre question? Est-ce que vous avez déjà remis en question l'utilisation de PHP, et si c'était à refaire depuis zéro, est-ce que vous le referiez en PHP ou pas? La question est excellente. La réponse est oui. Oui, bien sûr qu'on a remis en question le PHP. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PHP utilise 45 fois plus de ressources que du C++ ou du JavaScript. Donc oui, absolument. Maintenant, après, il y a des considérations financières, c'est-à-dire que pour mettre en place RedFox, ça nous a pris un certain temps. Et cet investissement qu'on a fait, il faut qu'on puisse le rentabiliser un minimum. Donc, mais
Donc, oui, effectivement, la question est bonne. C'est que notre prochaine version, ce sera certainement pas du PHP. Voilà. Mais Mega, en fait, le fait de leur avoir inculqué cette notion d'éco-conception, quand on va faire notre nouveau framework, quand on va changer les choses, ils auront déjà les routines automatiques qui permettent de dire ok, on part directement sur de l'éco-conception et on va pouvoir faire des choses qui sont très efficaces dès le début. Voilà. Et une dernière question, vous avez évoqué les chiffres Wi-Fi 4G. Oui. Et par rapport à la 5G, on se trouve sur les mêmes bases ou c'est mieux, c'est moins bien? Alors, j'ai pas les chiffres pour la 5G. Si je dis pas de bêtises, c'est pire. C'est pire. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez dit que la prochaine étape, c'était celle de convaincre les clients d'avoir une révolution dans la façon de penser ou dans leur façon d'imaginer les solutions. C'est plutôt un commentaire. Je pense qu'avec les dernières lois sur les dernières obligations en termes d'éco-conception dans les administrations, on risque d'avoir peut-être des clients dans le public qui vont être de notre côté, mais si la solution c'est de pas faire appel à vous et de passer par une autre prestataire de service parce que vous proposez pas cette solution-là, c'est un peu jouer contre soi. Comment ça? Au niveau de la... Pourquoi? Pour le facteur 4. Pour le facteur 4. Oui, alors pas pour le reste. En fait, nous, dans notre façon de faire, c'est le client arrive avec une problématique et nous, on lui dit on va te la solutionner. Et c'est pendant cette proposition qu'on va lui dire là, on pourrait faire cette façon-là. Bon, en général... c'est pour ça que je dis qu'il faut arriver avec les bons arguments, mais effectivement, on l'impose pas en fait, on l'impose pas. Donc, mais ça permet aux gens de commencer à entendre des choses comme ça. Voilà. Une autre? Oui, vous avez parlé de la checklist que vous utilisez pour lorsque vous développez, vous assurez de la qualité de votre éco-conception. Est-ce que par ailleurs vous avez des outils qui calculent des métriques entre guillemets objectives, comme on pourrait le faire pour de la qualité de code ordinaire dans un processus DevOps classique? Absolument. Vous avez l'éco-index qui a été développé pareil, par Green IT, qui permet avec des modules en fait. Au niveau, vous insérez un module dans votre navigateur ou alors vous allez sur le site, vous lui donnez une page et il va vous dire, en fait il va faire de l'analyse et il va faire de l'analyse et ce qui permet de dire bon ben voilà, sur telle page ma page elle est bien formée, elle a que un maximum de 15 comment on appelle ça, références extérieures, etc. Donc oui, on a d'autres éléments. Ça se limite au côté client du coup et aux aspects réseau, mais côté serveur, pour le coup, je suis un peu démuni avec ça. Côté serveur, on a la checklist et la checklist, voilà, ça nous donne. Donc on a le côté client effectivement avec l'éco-index et côté serveur, on a la checklist. Voilà. Une autre? Bonjour, désolé, j'étais pas là au début, donc je sais pas si vous en avez parlé. Ici à La Rochelle, il y a Vincent Courboulet qui a fait l'Institut du numérique responsable, tout ce qui est autour du Green IT. Oui. Du coup, je sais pas si du coup vous avez vous échangez autour des manières d'éco-conception et choses comme ça. Comment se passent les échanges entre ceux justement qui font le numérique responsable? Alors, ceux qui font le numérique responsable, alors il faut savoir que oui, l'Université de La Rochelle est très liée à Green IT. Et d'ailleurs, quand on passe la formation Green IT, c'est La Rochelle qui nous valide notre formation. À l'heure actuelle, au niveau du Green IT, il y a des forums, il y a des groupes de travail. Mais il faut rentrer dedans et ça prend du temps, en fait. Donc voilà, oui, il existe si vous allez sur le forum de Green IT, vous allez avoir tout un tas de groupes de discussions autour de différents thèmes. Il y a aussi les différentes aiguillages et normes à respecter, à faire sur le site web pour bien respecter. Voilà, il y a tout ça. Hein, si vous allez sur le site, vous allez trouver tout un tas d'informations là-dessus. Du coup, merci beaucoup pour votre écoute.